Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des experts de la factu que j'ai le plaisir d'animer avec mon ami Julien Catanèse. Vous savez que ce format, nous le reproduisons à périodicité régulière. L'objectif est de parler concrètement de la facturation électronique et donc c'est le premier numéro de l'année 2026 et c'est donc aussi l'occasion de vous souhaiter à toutes et tous une très belle année 2026 qui sera une année évidemment très structurante, une année, électronique, puisque ce sera la mise en œuvre de cette réforme dont on parle quand même depuis plusieurs années et qui là, bon, bah, on y est, hein, ça va être lancé en septembre, prochain. Donc c'est, évidemment l'occasion pour l'Ordre des experts comptables de Paris de poursuivre, ses actions de formation et de communication auprès de la profession et donc ce matin, on va évoquer plusieurs, thématiques. Alors on avait mis un chapeau sur le secteur du transport et de la logistique, qui en fait va regrouper 3 cas d'usage, voilà, que Julien vous a mis, à l'écran avec les tickets de péage, bon, voilà, qui sont évidemment des pièces, justificatives et qui bénéficient d'un traitement, particulier dans le cadre de cette réforme. Il y aura également la thématique des livraisons, c'est-à-dire, principalement pour les entreprises de logistique, lorsque, je fais une facture par mois et que j'ai réalisé plusieurs livraisons, comment ça fonctionne au niveau de la facturation électronique? Et puis on évoquera les problématiques de sous-lignes et de regroupement de lignes, donc vous verrez que ça, c'est un truc vraiment très technique. On l'abordera de manière, je pense assez, pédagogique, mais on pense que c'est important, même si c'est très technique, que, la profession, les confrères, les cabinets, les comptables, aient conscience de ce qu'il y a derrière les logiciels. Parce que, évidemment, les logiciels que nous nous apprêtons à adopter, pour nos clients, pour nos cabinets et nos clients, bien, doivent tous répondre à ces normes, hein. Donc c'est quand même important qu'on ait au moins un vernis de connaissances sur, ces normes qui sont parfois très techniques et ce sera le cas de ce cas d'usage numéro 38. Comme d'hab, je gère le chat, donc n'hésitez pas à pousser vos questions. J'essaye de les taguer. Vous êtes, nombreux, donc en général, les questions sont également nombreuses. Donc, j'essaye de regrouper et de faire du tri. Et puis, je vais laisser la parole à Julien. Salut Julien, merci encore, de participer à ces travaux et à ces animations. Et puis, je te laisse la main pour lancer la présentation. Parfait, merci beaucoup. Bonjour Gilles, bonjour à tous, bonne année à tous. Effectivement, une année charnière, c'est pour le moins, en termes de facture électronique. Donc tu l'as dit, on va avoir 3 cas, ce matin, liés, de façon plus ou moins directe au secteur du transport et on va démarrer tout de suite avec le cas numéro 27, qui est le cas des tickets de péage et la gestion des tickets de péage, en termes de facture électronique. C'est un cas qu'on a pu évoquer parfois en pointillé, dans des formats précédents à titre d'exemple. Donc ça vaut le coup de revenir dessus pour voir précisément, ce qui est prévu dans la norme, de ce point de vue. Donc quel est le contexte? Donc là, il est question tout simplement des tickets de péage, des petits tickets, classiques qu'on récupère, sur les autoroutes, qui peuvent en particulier intéresser les sociétés de transport. Alors pas que, mais forcément, les questions des tickets de péage se posent aussi pour tous les professionnels qui sont amenés à se déplacer. Quel est le principe? Le principe, c'est que si je suis un professionnel, que je passe sur, un péage et que je récupère un ticket, l'opération qui a lieu, d'un point de vue purement, technique, j'allais dire, c'est une opération entre un assujetti TVA avec un autre assujetti TVA, la société d'autoroute avec le professionnel qui récupère un ticket et qu'à ce titre-là, théoriquement, ça devrait être du e-invoicing. C'est-à-dire que si on applique stricto sensu les règles de la facture électronique, là, une opération entre 2 assujettis, il doit y avoir une émission de facture électronique avec envoi sur une plateforme agréée. Ça, c'est la théorie. Le problème en pratique, c'est que on n'a pas d'identification du client au moment de la transaction, au moment où on récupère le ticket. Je parle bien à ce stade de ticket, on verra après les questions de l'abonnement. Donc, il y avait plusieurs possibilités, soit de changer la façon dont on récupère ces tickets, soit d'adapter la règle. Ce qui est prévu dans le cas numéro 27 par l'administration, c'est d'adapter la règle et de considérer qu'il n'y a pas d'adaptation à avoir du côté des sociétés d'autoroutes. Donc, pour le dire autrement, les tickets de péage qui sont délivrés, ça peut continuer de cette façon-là. On peut continuer à récupérer des tickets format papier à l'autoroute lorsqu'on est un professionnel et il n'y aura pas de changement de ce point de vue-là. Donc ça veut dire en pratique que si vous avez des clients
qui veulent continuer à vous donner des tickets de péage papier, bah, ils pourront continuer à le faire et ça ne changera pas. D'où l'importance, enfin, on parlait du traitement de on a parlé plusieurs fois de l'importance d'avoir des solutions, de reconnaissance automatique et que ça gardait son intérêt même après la réforme de la facture électronique. Les tickets de péage font partie de ces factures papier qu'il faudra traiter, même après la réforme de la facture électronique. Donc pas d'adaptation, spécifique, à condition que les mentions obligatoires soient dessus, mais bon, là, il y a pas tellement de problème de ce côté-là. Bon, en Évidemment en même pardon. temps, heureusement qu'ils nous demandent pas à chaque péage de saisir notre sirène sur la borne parce que c'est déjà le bazar avec les branquignoles qui arrivent pas à payer, qui bloquent tout le monde. Si en plus, il fallait rajouter le sirène, Ouais, au secours, quoi. Au secours. ça sera Je crois que les un peu gens compliqué. craqueraient. Ouais. Ouais, oui, c'est vrai. Donc il y a une autre solution si on veut, ne pas avoir de papier, et pouvoir, faire vraiment du invoicing, c'est le télépéage, en fait, les factures d'abonnement. Ce qui existe déjà aujourd'hui et pour le coup, là, on reçoit des vraies factures structurées. Lorsqu'on a son petit boîtier télépéage, on reçoit son cumul tous les mois avec, tous les déplacements qu'on a fait et il y a un paiement, à la sortie. Donc ça, si on est dans ce cas-là, bah, là, pour le coup, on est bien sur une opération entre 2 assujettis avec une identification du client puisqu'il a fourni tous ces éléments au moment où il a pris son abonnement. Et donc là, cette facture-là, elle sera bien transmise à la fois vers l'administration et à la fois vers le client sur sa plateforme. Donc c'est vraiment pour une même opération, c'est-à-dire un déplacement sur une autoroute, il y a vraiment deux traitements différents selon si on est avec un ticket papier ou avec un abonnement au télépéage. Les conséquences sur le pré-remplissage TVA, donc ce que je note là, c'est ce qui est noté dans la norme qui se positionne déjà dans une logique de pré-remplissage TVA. En sachant que, il n'est pas prévu qu'il y ait un pré-remplissage immédiat, hein. C'est une trajectoire de l'administration, qu'elle pourra réaliser en fait grâce à la facture électronique. Donc c'est à terme, hein. Mais à terme, ce que précise la norme, c'est qu'évidemment, ça va créer un décalage sur le pré-remplissage de la TVA déductible. Parce que si je ne suis pas en télépéage et que je prends mes tickets papier, bah, cette TVA-là, elle ne peut pas être pré-remplie par l'administration, par définition, puisqu'elle n'est pas remontée à l'administration. Donc ça fait partie de ces petites dépenses qui vont créer des écarts entre la TVA déductible qui sera pré-remplie et la TVA déductible réelle de l'entreprise. Donc c'est un exemple parmi d'autres. On n'en est pas encore au pré-remplissage, mais c'est simplement à avoir en tête, déjà à ce stade-là. Ouais, il y a Fred qui fait une Fred, Frédéric Rocky qui fait une remarque, pertinente. Je crois qu'on l'avait déjà partagée, mais je la repartage parce qu'elle est très importante et elle rebondit sur des remarques de confrères, hein, d'ailleurs, qui disent: «Mais du coup, le papier va perdurer». Effectivement, Dext, donc qui est aujourd'hui un éditeur, que vous connaissez, je pense tous et qui est un peu, un des spécialistes de l'ossérisation, a fait en fait une étude sur le volume de factures qui aujourd'hui passent par Dext, donc par Ouais, l'ossérisation, ouais, qui est donc évidemment un panel assez représentatif des factures d'achat qui sont traitées par les cabinets, comptables et ils arrivent à la statistique que 30 des factures continueront à être des factures, entre guillemets «papier» qui devront être ossérisées, enfin qui pourront être ossérisées, et en tout cas, en tout état de cause, des factures qui n'entreront pas dans le cadre de la réforme, au de la enfin qui rentreront pas impérativement dans la réforme du e-invoicing. Donc 30 c'est important, hein, c'est presque le ouais. tiers. En plus, ces 30 qui ne sont pas uniformément répartis. Il y a certaines activités qui vont rester très papier, enfin des Mmh, activités mmh, de conseil, de consulting et cetera, où, il y mmh, a beaucoup de déplacements, voilà, donc ça peut être un des taux plus élevés sur certaines activités, plus mmh. faibles sur d'autres. Oui, puis ça dépend, parce que là, Frédéric nous donne même le détail. Il nous dit par exemple 15 c'est les notes de restaurant inférieures à 150 €, puisqu'on avait évoqué le fait que sous ce Ouais, seuil-là, il y avait pas de facture électronique obligatoire. Il y a aussi évidemment les factures des fournisseurs étrangers, enfin voilà, donc ouais. on a quand même 30 du flux de factures en réception, hein, qui demeurera et perdurera selon ce qui aujourd'hui est le mode de fonctionnement. Donc tous les efforts de digitalisation qui ont été faits au sein des cabinets, sont pas perdus. Tout ce qui est fait en termes de dématérialisation, de reconnaissance et cetera. Donc ça, c'était le 1er cas sur les tickets de péage. Une petite précision sur, dans le cas où il y a plusieurs sociétés d'autoroutes. On rentre dans le détail là, mais on peut se poser la question. Si on a un abonnement télépéage, on a parfois une seule facture. Si on a traversé la France, on a plusieurs sociétés d'autoroutes sur la même facture. Donc ça, techniquement, ça sera géré évidemment, par les éditeurs des différentes solutions. Mais techniquement,
On peut être dans un autre cas de la norme AFNOR, qui est le cas numéro 39, avec une facture multivendeur, puisque si j'ai plusieurs sociétés d'autoroutes sur la même facture, bah, je suis typiquement dans ce cas multivendeur. Lié au ticket de péage, on a aussi les tickets de parking. Donc ça aussi, c'est décrit dans la norme AFNOR, dans le même cas, le cas numéro 27, et de façon assez enfin, surprenante. Moi, ça m'a surpris en tout cas en le préparant. On a discuté avec Gilles juste avant le démarrage. Le traitement des tickets de parking n'est pas aligné sur le traitement des tickets de péage. Alors, ce qui est prévu dans la norme, c'est que les sociétés de parking fassent le nécessaire pour permettre à un client professionnel de s'identifier au moment de la récupération de son ticket de péage. Donc, je vous lis juste le texte parce que c'est vraiment écrit de cette façon dans la norme. Les offreurs de solutions des automates doivent développer les fonctionnalités permettant à l'acheteur assujetti d'indiquer les informations nécessaires à la réception d'une facture électronique sur l'automate. Pour le cas où il ne serait pas à jour lors de l'entrée en vigueur de la réforme, le parc d'automates étant conséquent, le client ne sera alors pas connu et ces opérations s'apparenteront temporairement à des opérations B2C, le temps que l'automate soit mis à jour. Donc, ce que nous dit cette norme, c'est qu'à terme, les tickets de parking, il faudra qu'on puisse s'identifier sur l'automate pour demander une facture qui sera donc du e-invoicing et envoyée directement sur la plateforme, mais qu'ils sont conscients qu'il y a un travail de mise à jour des automates de parking à faire et que donc dans l'intervalle, si l'automate n'est pas à jour, on rejoint le régime des tickets de péage et donc ticket papier qui ne part nulle part, qui est remis de façon papier à l'expert comptable et qui est traité de cette façon-là. Donc on est sur quelque chose de temporaire, alors que le péage, c'est quelque chose de pérenne. Il n'est pas du tout question dans la norme de quelque chose de temporaire. Sur le parking, c'est quelque chose c'est une parenthèse, en fait, le temps de la mise à jour des automates. Voilà ce qui est prévu. Donc c'est une petite particularité que, honnêtement, j'ai découvert en creusant la norme. Donc les points d'attention pratiques là-dessus, bah, c'est déjà de bien distinguer péage et parking. C'est pas le même traitement. On a l'impression que c'est la même chose, mais il y en a un qui a un traitement pérenne, où le ticket papier, on peut continuer à le prendre si on le souhaite et à le traiter papier. Ça fera un décalage le jour où la TVA sera pré-remplie, mais c'est pas la seule dépense qui créera ce décalage, hein, donc c'est normal, il faudra la corriger, cette TVA. Le deuxième point d'attention, c'est qu'évidemment, dans la mesure de possible, si vous pouvez faire basculer les clients qui ont des tickets de péage de façon régulière sur des solutions de télépéage, vous allez vous simplifier la vie en cabinet, parce qu'à chaque fois que vous remplacerez des tickets papier par une facture de télépéage, vous aurez des factures qui viendront directement sur la plateforme de réception de vos clients et donc qui pourront passer de façon automatisée en comptabilité. Donc, vraiment d'encouragement à les faire basculer sur ce type de solution au maximum. Surtout qu'honnêtement, c'est extrêmement peu coûteux. Il y a juste une démarche à faire et c'est tout. Voilà pour ce premier cas. Mmh. Je poursuis Ouais, il y a deux petites questions. Alors, je sais pas si on va forcément être en on peut en tout cas y réfléchir. Je sais pas si on va avoir une réponse très précise, mais il y a Clarisse qui nous demande, si pour les parcs-mètres, c'est Ah, identique. j'ai pas ce niveau c'est une bonne question. Bah, J'ai pas pensé à cette question. Pour moi, c'est du parking, donc je me dis qu'à terme, ça devrait s'aligner, mais c'est une réflexion. alors je dirais peut-être quand même la différence entre un parking et un parc-mètre, c'est que l'émetteur, c'est pas forcément une Ouais, société privée. ouais, tu as raison. Donc je suis pas sûr qu'on soit dans le cadre d'un B2B, qui rentre dans le cadre de la facturation électronique. Oui, oui, tu as raison. En Mmh. fait, effectivement, en y réfléchissant, si on est sur un parc-mètre de communes ou des choses comme ça, on n'est pas sur 2 assujettis TVA, donc on Mmh. n'est pas dans ce champ-là. Ouais. Ouais, ce serait mon réflexe. Voilà, Clarisse, je te garantis pas à 100, mais mon réflexe serait de dire, tu es face à un vendeur, si on peut appeler ça un vendeur, qui n'est pas assujetti. Hors champ. Ouais. Et il y a Marine qui nous demande, heu pour le gasoil, donc en fait, j'imagine quand tu vas, faire le plein de ta bagnole, est-ce que les automates devront également être mis à jour, bah, pour collecter le sirène de de Non, de l'entreprise qui non, alors il n'est pas prévu ça, non, il n'est pas prévu ça. Après, il y a certains pays, puisque Frédéric était là, ça me fait penser à un article qui avait été publié, sur, une expérience à l'étranger. Je crois que c'était au Brésil. Il y avait un expert comptable qui avait fait un retour d'expérience. bah, c'était Il y pas a le des pays Mexique, qui ont mis non, je sais plus, ouais, je crois que c'était David Clem qui avait fait ce retour. exactement, Ouais. c'est ça. Mmh. C'est exactement ça. David Clem qui avait fait un retour d'expérience sur le Brésil et au Brésil, il y a un système de QR code. Au moment où on prend le carburant, on peut scanner un QR code, ou on peut taper son numéro ciré, c'est un des 2, je sais plus. Taper directement son numéro ciré sur la pompe
ils l'ont fait de façon volontaire, j'ai l'impression. Donc, ça ne veut pas dire que les prestataires, enfin les vendeurs de carburant ne vont pas pouvoir le faire, hein. Là, ce dont on parle, c'est de ce qui est obligatoire. Donc, peut-être que ça va se généraliser, mais ce n'est pas prévu dans les textes, en tout cas. Mais pourquoi tu dis que c'est pas obligatoire? Parce qu'en tant que vendeur, Ouais. la station-service qui pour le coup est une boîte privée, elle doit être en capacité d'émettre une facture électronique si le client le demande. Alors, je parle de l'automate de carburant. J'ai pas vu dans la norme de texte qui est l'équivalent de celui que j'ai vu sur le parking, où il y a Ouais. écrit noir sur blanc que les Ah automates d'accord. devront être en conformité. C'est ça que je veux OK, dire. OK, Voilà. OK. Ouais, parce Parce que que moi dans le mon sondage, réflexe aurait été de dire que, bah, oui, à la station-service, à un moment donné, soit tu auras la possibilité de saisir ton sirène, soit tu auras le système de QR code que tu évoques, mais ben, ouais, mais après, moi, j'ai tendance à me dire après qu'en pratique, ça sera pas, on va pas forcément être uniquement sur la norme. J'ai tendance à me dire que les Total, et cetera, vont développer des systèmes qui vont permettre de le faire ouais, de façon très simple. ouais, Voilà. bien sûr. Mais c'est la différence entre le texte et la pratique qu'on maîtrise, qu'on ne connaît pas encore. Sinon Richard dit qu'il faut passer à la voiture électrique, ça règle le problème. Il a raison. Bah, ouais, mais après, j'ai le même problème avec les bornes de recharge électrique. Donc, donc le premier, c'était les tickets de péage. C'est un cas qui est assez simple, qu'on avait déjà évoqué. Retenez bien qu'il y a deux traitements qui peuvent se faire selon si on est sur du ticket papier ou de la facture d'abonnement. Les parkings, par contre, d'après la norme, à terme, on devrait s'identifier sur sa borne de parking. Ce qui posait la question des embouteillages aussi à la sortie de parking, ce que tu disais tout à l'heure, mais ça, on verra plus tard. Deuxième cas, le cas numéro un, ils ne sont pas forcément dans l'ordre de la norme, hein, mais le cas des multicommandes et multilivraisons. Ça, dans le transport, ça peut être quelque chose de fréquent. C'est-à-dire qu'on peut avoir une facture en fin de mois qui va regrouper plusieurs livraisons qui ont été faites dans le mois, par exemple, voire même plusieurs points de livraison différents. Comment est-ce qu'on traite ça d'un point de vue facture électronique? Alors déjà, pourquoi est-ce que c'est une question? C'est une question parce que la norme, à la base, ne permet pas de gérer les factures multicommandes, multilivraison. Cette norme européenne, hein, au stade européen, puisqu'il est prévu une seule référence et une seule adresse de livraison. Donc, au départ, ça paraissait compliqué. Ce qui est prévu en France, c'est d'avoir rajouté des éléments qui vont permettre de renseigner des différentes commandes, différents lieux de livraison, et cetera, et cetera. Donc vous avez les codes. Alors les codes sont évidemment sont pas à retenir, hein. Les codes, vous n'aurez pas à les saisir vous-même, ça sera géré tout ça par les éditeurs. Et comme le disait Gilles au début, l'important c'est de comprendre la logique des outils qui vont être mis à votre disposition. Mais sachez qu'il est bien prévu dans la norme française des codes techniques qui se rajoutent à la norme européenne pour pouvoir permettre d'ajouter différents lieux de livraison, différentes commandes, différents avis d'expédition sur une même facture. Donc, ça veut dire que techniquement, je peux avoir une facture qui va ressembler à ça, avec des numéros différents, des lieux de livraison différents. C'est important de le savoir, non pas tellement pour retenir encore une fois les codes techniques et les éléments spécifiques, mais pour se dire qu'on ne sera pas obligé, si on le prend dans l'autre sens, on ne sera pas obligé, la facture électronique ne crée pas une obligation de faire une facture par lieu de livraison ou une facture par commande. C'est prévu et ça pourrait être géré sur une facture unique. Voilà comment on peut le dire. Alors ça pourra être géré sur une facture unique, mais à condition de détailler puisque, Bien sûr. on l'évoquait avant de lancer le live, d et cette réforme de la facturation, électronique porte en elle des obligations supplémentaires en termes de mentions obligatoires sur les factures et parmi les mentions obligatoires, les nouvelles mentions obligatoires, sur les factures, c'est l'adresse de livraison, Ouais, qui avant n'était pas une mention obligatoire et donc si vous voulez continuer, enfin si vos clients veulent continuer à faire une facture unique pour, plusieurs livraisons, voilà, donc ça arrive, hein, pour les entreprises de logistique, et bien, elles auront l'obligation, là, c'est même pas une possibilité, elles ont l'obligation effectivement de détailler ligne à ligne pour pouvoir saisir l'adresse de livraison, enfin les différentes adresses de livraison puisque c'est une mention obligatoire à partir du premier er à partir de la mise en œuvre de la réforme. Excusez-moi pour la toux. exactement. Tout à fait. Non, mais c'est bien de le rappeler. Il y a bien une concomitance en fait de l'entrée en vigueur de la réforme avec les nouvelles mentions obligatoires.
Donc, tu as tout à fait raison. S'il y a plusieurs lieux de livraison, il faut que ça soit sur la facture. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne sera pas obligé de faire une facture par lieu de livraison. C'est prévu dans le texte. Donc, il n'y aura pas de souci particulier. Ça sera géré par les éditeurs. Mais il faut bien qu'il y ait l'information à la base, hein. Il faut bien disposer de l'information. Alors, il Ce y a que Hervé dit qui aussi, me dit: «Quand je fais les factures du cabinet, est-ce que je dois mettre une adresse de livraison?» Non, parce que tu fais de la prestation de service. Et d'ailleurs, dans les nouvelles mentions obligatoires, alors il y en a 4 en tout, il y a le sirène, l'adresse de livraison et l'une des mentions obligatoires, nouvelle mention obligatoire, c'est de préciser si on est sur de la presta de service ou de la livraison de biens. oui, tout à fait. Pour des raisons de TVA, oui, oui, exactement. Donc, le cas des multilivraisons, un autre cas pour bien le distinguer, c'est que si je fais une facture périodique, c'est-à-dire je vais avoir une commande avec plusieurs avis d'expédition, par exemple, parce que je vais faire une facture mensuelle qui va regrouper tous les avis d'expédition qui ont été faits au cours du mois. Là, dans ce cas-là, si j'ai qu'une commande, qu'une seule adresse de livraison, je ne suis même pas dans le cas précédent, c'est déjà prévu par la norme européenne, donc il n'y a même pas eu besoin de faire d'adaptation. On est encore une fois dans le technique là. Mais voilà, sachez que dans ce cas-là, il y a pas de problème particulier. Il n'y a même pas eu d'adaptation de la norme européenne, puisque ce cas-là était déjà prévu. Les ajouts de la norme française, c'est bien dans le cas où on a plusieurs adresses de livraison ou plusieurs commandes. C'est ce qui a été ajouté par la France sur ce sujet. Je passe au cas suivant. Le cas numéro 38 souligne et regroupement, qui est un cas un petit peu différent, avec une logique aussi de regroupement, c'est-à-dire qu'on peut avoir dans le secteur du transport, mais pas seulement dans le secteur du transport, mais du détail à apporter sur des lignes. C'est-à-dire peut-être un total avec à l'intérieur une décomposition du prix un peu plus fine. Dans le secteur du transport, ça peut être par exemple un supplément gasoil, des frais de manutention, enfin diverses choses qu'on a envie de détailler sur la facture. Donc la question est la même. L'objectif, c'est pas de vous noyer sous le technique, mais c'est de répondre à des questions qui pourraient se poser, de se dire, mais ça, comment est-ce que je vais le traiter? Est-ce que je peux continuer à apporter ce détail sur une facture électronique ou est-ce qu'il y a une contrainte particulière qui va faire que ben, je ne peux plus donner ce détail sur la facture? Ouais. Là, pour faire court, de la même façon, la norme française a prévu les adaptations qui vont permettre de continuer à apporter ce détail. Donc la facture électronique ne signifie pas qu'on va devoir synthétiser davantage ou moins détailler les factures lorsqu'il y a des sous-lignes sur une facture électronique. Donc ce qui est prévu techniquement, bah, c'est des identifiants qui permettent de dire bah, ça c'est une ligne de sous-total ou de total et ce que je mets en dessous, c'est le détail de cette somme qui est au-dessus. De la même façon, ça sera géré par les éditeurs de factures électroniques, mais sachez que c'est possible. Donc techniquement, je vais pouvoir avoir une facture qui va ressembler à ce que vous voyez à l'écran, où je vais avoir, bah, par exemple, livraison du 2 janvier avec un total et ensuite, donc vous voyez l'identifiant groupe et en dessous 3 lignes de détail qui vont préciser ce montant-là et ça sera faisable sur une facture électronique. Le fait d'indiquer ces identifiants-là, les tous les acteurs de la chaîne, de la plateforme, à l'administration, surtout entre plateformes, vont bien comprendre que ces éléments-là ne sont pas ajoutés à celui qui est au-dessus, mais que c'est une décomposition du montant qui est placé là. Et pour le total hors taxe, bah, le total qui sera fait, c'est uniquement le total des sommes qui seront identifiées avec l'identifiant de détail. Donc tout ça sera géré par le logiciel de facturation, ça sera géré de façon transparente. L'info à retenir, c'est que, bah, c'est possible et on pourra continuer à le faire. Ce qui est important de bien prendre en compte, c'est qu'il y a que les lignes détails qui rentrent dans les échanges, dans le calcul, de la facture électronique. Les lignes groupes, éventuellement informations, ne sont pas transmises à l'administration, ne rentrent pas dans le calcul de la TVA. Donc c'est plutôt des questions d'information entre le client et l'acheteur et l'administration ne va pas voir, les informations groupes, elle va récupérer uniquement les informations sur les lignes détails. Voilà pour ce cas 38. Sur les soumis et les regroupements. Donc, si je fais la synthèse des 3 cas qu'on a vus aujourd'hui, on a vu le cas numéro 27, ticket de péage. Ce qu'il faut retenir sur ce point-là, c'est qu'on a 2 traitements de façon pérenne, ticket papier ou abonnement. Dans les 2 cas, je suis sur une opération entre 2 assujettis si je suis un professionnel, hein, donc techniquement, ça devrait être du invoicing. Mais ce que nous explique la norme,
c'est qu'il y a une tolérance qui va perdurer sur les tickets papier. Donc je peux continuer en tant qu'entrepreneur à prendre des tickets papier et à les donner à mon expert comptable. Ça peut perdurer dans le temps. L'encouragement, c'est de faire passer vos clients sur des abonnements télépéage pour récupérer de façon automatique sur les plateformes les factures, parce que dans ce cas-là, elles seront transmises de façon automatisée sur les plateformes de réception et donc en compta. Le deuxième point, multi-commande, multi-livraison. Donc là, la question qu'on aurait pu se poser, c'est est-ce que la facture électronique crée une obligation de faire une facture par lieu de livraison ou par commande? La réponse est non. La norme française prévoit les adaptations qui permettent de spécifier ce qu'il faut dans la facture pour pouvoir gérer ces différents éléments sur une même facture. Comme le disait Gilles tout à l'heure, attention cependant, parce que c'est pas juste une possibilité qui est offerte. Le lieu de livraison, c'est une obligation, donc il faudra qu'il soit sur la facture, ce qui implique de le collecter à un moment donné, ce qui implique peut-être d'informer les clients sur l'importance d'avoir cette info sur chacune des livraisons qui sont effectuées aussi, hein. C'est peut-être plus là que se trouve le problème que sur l'aspect émission de la facture. Oui, c'est un aspect Donc, important parce que tu peux dans les petites boîtes de transport, bon, les grosses boîtes sont très structurées, mais les petites boîtes de transport, tu peux avoir des clients qui aujourd'hui font des factures, avec des libellés un peu généraux, sans forcément préciser l'adresse de livraison, puisque l'adresse de livraison n'est pas nécessairement l'adresse de facturation. Donc il faut aussi sensibiliser les clients sur le fait que dans le cadre de cette réforme, ils doivent collecter cette donnée, enfin collecter, ils l'ont, mais ils doivent l'intégrer dans leur facture. ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser à des retours d'expérience qu'il y a eu d'Italie aussi souvent, c'est régulièrement, je pense, Stéphane Reynaud qui évoque ce point-là, que les 1res semaines ou les premiers mois en Italie pour les cabinets d'expertise comptable, ça a été aussi beaucoup de correction ou de récupération de données auprès du client, en fait. Il y a eu pas mal de problématiques avec des champs qui étaient obligatoires du fait de la réforme de la facture électronique. C'est un expert comptable italien aussi qui avait fait ce témoignage-là. La facture électronique amenait des champs obligatoires qui ne l'étaient pas auparavant, ce qui est le cas chez nous, hein. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a des mentions obligatoires qui rentrent en vigueur en même temps que la facture électronique. Et le problème qu'avaient les cabinets, c'est que les factures bloquées, les clients appelaient parce qu'ils n'arrivaient pas à envoyer leurs factures, parce que certains champs n'étaient pas remplis. Donc il ne faut pas se concentrer uniquement sur la partie émission de la facture, la partie données en amont à collecter, à structurer, à avoir dans le logiciel le système d'information du client pour pouvoir émettre la facture correctement, c'est aussi un sacré sujet et la sensibilisation des clients est importante de ce point de vue-là. Le cas numéro 38, souligner regroupement. De la même façon, la question qu'on aurait pu se poser, c'est est-ce que la facture électronique va faire que je ne peux plus donner de détails ou faire des sous-lignes sur ma facture comme j'ai l'habitude de le faire? Et ça peut être un sujet pour les entreprises de transport. La réponse est non. La norme a prévu les propriétés, détails, informations, groupes, qui permettent de continuer à apporter un niveau de détail tel qu'il existe aujourd'hui, sans avoir d'impact sur la suite de la chaîne. Donc c'est plutôt des cas qui sont rassurants en termes de liberté d'établissement de la facture. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ces 3 cas, un peu plus court que peut-être ce qu'on a fait les précédents. Il y en a certains qui seront plus chargés. Mais voilà ce qu'on peut dire sur ces 3 cas qu'on présentait aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions, Gilles? Ouais, il y a 2-3 remarques, je les ai, taguées. Alors attends, celles-ci, on les a déjà traitées. Donc il y a Fanny qui nous, c'était au moment où on évoquait le fait d'avoir, sur une facture plusieurs, livraisons, ligne à ligne, détaillées. Ouais. Et donc elle pose une question: «En cas de litige, sur» imaginons que je reçoive en tant que client une facture avec plusieurs livraisons. Si j'ai un litige sur une partie des livraisons ou une livraison et Ouais. quel statut je donne à la facture? Mmh. Alors, on rappelle, hein, que ces histoires de statut, il y en a une vingtaine ou une trentaine qui sont prévues par la norme, mais seulement 3 sont obligatoires. Et le statut litige n'est pas un statut, obligatoire. De mémoire, dans les statuts optionnels, que les éditeurs pourraient prévoir, il y avait approbation partielle de la facture, donc je pense que ce serait celui-là le plus adapté, mais c'est pas un statut obligatoire. Heu, Al donc si quelque part tu te limites au seul statut obligatoire, ce serait celui de la facture refusée, mais ouais. qui du coup serait un refus en bloc. Donc reste à voir si ton logiciel, ta PA permettra de taguer, enfin d'indiquer un statut, approbation partielle. Il est prévu dans les statuts, mais il est facultatif. Enfin, Ouais. voilà, je sais pas si tu veux Non, compléter, mais je
Non, bah, c'est exactement ce que ce que j'aurais dit, c'est-à-dire il y a qu'un statut obligatoire dans ce cas-là, c'est refusé, mais c'est refusé en bloc, ouais. Ouais. Donc mais le statut approbation partielle existe, mais ça dépend de la plateforme qui va le permettre ou pas. Bon, enfin, Mmh, mmh. je fais que paraphraser ce que tu dis, ça a pas d'intérêt, donc c'est exactement ça. Alors, il y a Marine qui nous fait une remarque très intéressante, dont il est vrai, on entend parler depuis quelque temps. Donc la réforme, il y a une réforme en Belgique, et Ouais. ça se passe pas super bien puisque, seulement, 50 alors elle nous donne un chiffre, 57 des des entreprises, donc belges, étaient prêtes, pour la réforme, quoi, la facture électronique, donc effectivement, alors je sais pas si tu as plus d'infos parce que j'ai suivi de ça d'un peu loin, mais j'ai effectivement cru comprendre que ça se passait pas super bien là-bas. Oui, oui, il y a un papier qui est sorti sur Compta Online, là-dessus, sur l'état de la Belgique en termes de facturation électronique. Puisque chez eux, la facturation électronique, pour rappel, est obligatoire au 1er janvier. Le D'un point de vue légal, hein. Le problème d'un point de vue pratique, c'est que ça on n'y est pas, pour le dire, très gentiment. Le taux qui est évoqué, il est vrai. C'est 57 des entreprises qui sont prêtes. Sur les volumes, hein, c'est aussi, hallucinant. Je l'ai repris là, je l'avais repris en amont. Il y avait un trafic anticipé de 40 millions de factures, je ne sais pas exactement sur quelle période. Ils sont à 4 millions. Donc même en termes de volume, c'est pas du tout ce qui est attendu. Enfin voilà, donc c'est compliqué. Il y a une tolérance de l'administration, mais qui répond pas à toutes les questions, ce qui fait que l'équivalent de l'ordre des experts comptables est monté au créneau. Heu, un extrait du communiqué, c'est: «Ne sommes-nous pas devenus fous?» Voilà, pour vous donner un peu l'ambiance là-bas. Donc effectivement, ça se passe pas forcément très bien. Je peux pas dire autre chose que ça. Je peux surtout pas en tirer des leçons pour la France, mais en tout cas, c'est ce qui est en train de se passer en On va Belgique. essayer de faire mieux que les Belges alors. Voilà. Il y a Jacques qui nous demande: «Est-ce qu'il existe un simulateur qui présente la façon dont il faudra procéder pour modifier le montant de la TVA déductible lorsque la TVA pré-remplie, sera pré-remplie par les impôts?» Hem, alors, comme le pré-remplissage de la déclaration de TVA, c'est quand même pas, maintenant, hein, c'est dans un Non. second temps, le sujet se pose pas donc non, là, il y a rien de concret pour, voir comment ça va fonctionner, mais enfin, j'imagine que ça va être un peu comme aujourd'hui quand tu vas sur sur ta déclaration de TVA et que tu as le pré-remplissage lié aux imports, puisque les imports sont déjà pré-remplis, hein, sur les déclarations de TVA, donc tu peux tout à fait forcer le montant. Après la question, c'est est-ce que quand ils seront rentrés dans ce monde de la déclaration de TVA pré-remplie, ils nous demanderont de justifier les écarts? Parce que je ne crois pas que ce soit le cas aujourd'hui sur les imports. C'est effectivement pas totalement impossible qu'ils nous demandent de justifier les écarts. À ma connaissance, aujourd'hui, on n'a pas forcément plus d'informations là-dessus. Je sais pas si toi, Julien, Non, 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 pas du tout. Oui, oui, effectivement, je l'ai mis là parce que c'est prévu dans la norme, qui détermine les cas d'usage et que c'est indiqué, donc je me suis dit: «Bon, ça peut être une info intéressante», mais on n'en est pas du tout là en pratique, hein, donc mmh. on a le temps de voir venir. Alors il y a Cécile qui a posé une question super dure, et donc je te la pose parce que tu es super fort, mais je sais pas si tu Ouais, ouais. Au revoir. alors il y a Cécile qui nous dit: «Quand on passera en VIDA à partir de 2030, que Oui. deviendront les spécificités françaises non traitées en EN 169-31?» Non, mais alors je suis incapable de répondre à cette question aujourd'hui, mais je veux bien la creuser pour la prochaine fois. Donc si je la traduis, oui, c'est de dire, en fait, la France a rajouté des spécificités là que j'ai décrites tout à l'heure pour traiter des cas particuliers. Donc VIDA, c'est pour tout le monde, c'est le règlement européen qui prévoit la facture électronique sur les échanges, intra-européens. Donc c'est de se dire que j'ai une facture sur laquelle il y a des mentions rajoutées par la norme française. Qu'est-ce que ça devient, lorsque je vais envoyer cette facture à un Italien, un Espagnol, et cetera? C'est une bonne question. J'ai pas la réponse là, comme ça tout de suite. Je sais pas s'il existe la réponse d'ailleurs, Ouais. aujourd'hui, mais je promets de chercher pour la prochaine fois. Alors il y a Sophie qui dit, «Il n'y aura pas de spécificité française non traitée avec VIDA». OK, Voilà, bah, Sophie, je suis c'est preneur un du élément de réponse. Merci Sophie pour le partage. Ah bah, Sophie est en charge de les traiter. Bon bah, Sophie, Sophie? Ah oui, bah, faut qu'on se parle ça alors. intéresse Sophie. Oui, voilà, exactement. Eh ben, écoute, je crois attends, je vérifie, mais je crois qu'on a, toutes les questions que j'avais taguées sont traitées. Ouais, et j'en envoie pas d'autres, donc je crois qu'on
on peut, bah, je crois qu'on peut avancer et aller à la On conclusion. heu, un point sur Ifactu peut-être? Oui, bah, donc on vous rappelle qu'on a, on a pas mal communiqué dessus, hein, et ça a été un beau succès puisqu'on a eu un nombre de téléchargements absolument incroyable. Donc on a cette application Ifactu que vous pouvez récupérer gratuitement, auprès du sur le site du conseil régional de l'Ordre, donc vous avez le QR code, voilà, donc c'est une application, qui vous permet d'auditer dossier par dossier les cas d'usage, les spécificités et d'analyser, bah, quels sont les travaux, les missions, l'accompagnement à mener pour chacun de vos clients. Donc on a des retours plutôt positifs. On est preneur des retours et y compris lorsqu'ils sont, sur des bugs, des anomalies, voilà, n'hésitez pas à nous les remonter parce qu'on en est vraiment demandeur et s'il y en a, on fait en sorte de corriger. Et je profite aussi d'ailleurs pour dire que Ifactu a été mis à jour, récemment, donc si vous l'avez téléchargé dans les premiers jours, bah, n'hésitez pas à retélécharger, la dernière version puisque évidemment, une fois que vous l'avez téléchargé sur votre ordinateur, les mises à jour ne s'installent pas, automatiquement. Donc n'hésitez pas à aller chercher la nouvelle version à périodicité, régulière. Oui, la nouvelle version, effectivement, elle inclut les nouveaux cas d'usage qui ont été publiés par l'administration. Mmh. Les prochains rendez-vous, donc expert de la facture. Voilà, donc on se retrouve alors ouais, tiens, c'est inversé, mais la prochaine, c'est le 29 janvier, donc sur le commerce et la distribution, donc 29 janvier 8h30, 9h15, hein, comme ce matin, 100 distanciel et Ouais. après ce sera le 12 mars, et là, on parlera de la gestion des factures multi-acteurs, 2e partie, puisqu'on avait déjà évoqué, ça sur une première partie. Donc 29 janvier et 12 mars, vous pouvez déjà vous inscrire, hein, puisque quand vous inscrivez aux experts de la facture, je crois que ça vous inscrit en masse et on doit avoir les ateliers de la transfo. Oui, l'atelier de transfo. Donc je disais deuxième partie sur les multi-acteurs parce qu'effectivement, avec les nouveaux cas d'usage qui ont été publiés par l'administration, il y a de nouveaux sujets à traiter et donc on a rajouté ça. Et donc le 20 janvier, c'est un atelier de la transformation. Donc là, c'est des formats un peu plus longs, un peu moins, pratico-pratiques et un peu plus organisationnels, stratégiques pour le cabinet. Donc on parlera, sur ce 4e épisode des ateliers de la transformation dédiés à la facturation électronique, on parlera de maîtriser les spécificités sectorielles. Les ateliers de la transformation, c'est hybride, donc soit, distanciel, soit présentiel aux 50 rue de Londres, évidemment gratuit dans les 2 cas. Donc, inscrivez-vous. Je pense qu'on a fini la promo. Et bah, voilà, super. Non, non, ouais. Et bah, Ouais, par rapport à je reviens sur Sophie, mais si Sophie, réellement, vous travaillez sur ces sujets de VIDA et de normes, enfin, je sais pas dans quelle mesure vous travaillez là-dessus, je suis preneur de votre contact sur LinkedIn où ça peut être intéressant d'échanger, ouais. elle s'appelle Sophie Gilles, donc c'est facile à retenir, et on va rentrer en contact avec toi, Sophie, parce que ça nous intéresse, éminemment. Ouais, super, Eh bah, écoute, parfait. Julien, merci beaucoup, hein, comme d'hab, hein. Bah, tu vois, tout le monde est en train de te féliciter là sur le chat, donc encore une fois, merci pour, tes interventions de Positif. très grande qualité et d'une très grande clarté. Je pense qu'à chaque fois, on progresse tous ensemble et c'est l'objectif et donc il est atteint. Bonne journée à toutes et à tous, encore une fois, bonne année 2026, comme ça c'est fait, c'est dit et puis, bah, à très bientôt, pour nos prochains, webinars, ateliers de la transpo et experts de la factu. Merci Julien, merci à tous, À bonne bientôt. journée. Merci Gilles. Merci à tous.